Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette deuxième étape du Tour d'Italie. Aujourd'hui c'était du côté du sanctuaire d'Europa où les coureurs arrivaient pour cette étape de 161 km avec cette première arrivée au sommet. On ne s'attendait pas forcément à du spectacle et on en a eu aujourd'hui, notamment grâce à Tadej Pogačar. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok Short, juste après l'arrivée de la course, un petit peu en avant-première de ce qui peut se passer dans la vidéo du soir, un petit peu du programme de la vidéo du soir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis si vous n'avez pas d'argent, mais que vous voulez également soutenir mon travail, eh bien vous pouvez mettre la petite cloche, ça c'est très important, et puis cliquez rapidement dès que vous voyez une notification, ça c'est aussi très important, ça permet de mettre en avant la vidéo dans l'algorithme YouTube. On commence tout de suite avec cette vidéo, avec le résumé de l'étape du jour, le grand résumé du jour à la Jean-René Godard sur le Tour de France. Eh bien cette étape numéro 2, avec une échappée qui est partie dès le kilomètre 5, l'échappée matinale, ça c'était le terme ancien, parce que maintenant avec des courses qui partent à 13 h, on ne peut plus parler vraiment d'échappée matinale. Donc échappée du début d'après-midi avec 5 coureurs à l'intérieur et 5 coureurs italiens. On avait Christian Scaroni du côté d'Astana, Andrea Piccolo du côté de l'AEF, Baïs aussi qui était présent avec Fiorelli et Marcelluzzi, Fiorelli-Marcelluzzi pour la Bardiani. Cette échappée qui va prendre 4 minutes 15, 4 minutes 30 d'avance à peu près. Son maximum d'avance sera environ à 100 km de l'arrivée. Une première heure des courses qui sera encore faite sur un rythme tambour battant avec 46,8 km/h sur la première heure de course, avec notamment la UAE qui roulera encore pas mal. On a le premier sprint intermédiaire à 67 km de l'arrivée, c'est Fiorelli qui s'impose dans ce premier sprint intermédiaire du côté de l'échappée. Dans le peloton, vous avez Caden Groves qui marque des points devant Olaf Koy et Caleb Ewan. Caleb Ewan, donc, qui veut finir ce Giro, parce que ça, c'est aussi la bonne information du jour, parce qu'avant, Caleb Ewan, c'était pas forcément le coureur qui s'intéressait au sprint intermédiaire. À 65 km de l'arrivée, l'écart entre les échappés et le peloton n'est plus que de 2 minutes 20. Grosse chute importante qui aura des conséquences pour la suite de la course à 62,5 km de l'arrivée. Une chute avec notamment Dunbar et Zanad impliqués du côté de la Jaico Alula, ça c'est pas une bonne nouvelle. Et vous avez également Olaf Koy qui tombe. Dunbar qui va remettre un petit peu de temps avant de se remettre sur son vélo. À ce moment-là, le peloton a environ 2 minutes de retard sur l'échappée. Du côté du sprint Inter-Giro, eh bien c'est Fiorelli qui s'impose et qui marque encore des points pour le classement du maillot cyclamen devant Andrea Piccolo. Derrière, dans le peloton, Caleb Ewan, Van Poppel marque des points, alors que c'était pourtant Caden Groves qui faisait le tempo avec la Alpecin de Konin. Gros tempo qui fait que l'écart entre le peloton et l'échappée diminue à 1 minute 35. Nouvelle chute à 42 km de l'arrivée avec Attila Valter et Kevin Vermarke. Attila Valter un peu plus touché que Vermarke, mais ça repartira quand même assez vite. Et à peu près au même moment, vous avez Andrea Piccolo qui sort en solitaire et qui décide de faire son petit bonhomme de chemin avec une échappée qui n'a jamais eu une énorme organisation. C'est que on avait le sentiment quand même que le fait qu'il y ait Fiorelli, ça embêtait peut-être un ou deux coureurs. Vous avez également au même moment Harrison Woods qui attaque. On va pas se mentir, on n'a pas vraiment compris pourquoi du côté du coureur de la Cofidis, alors que l'écart était encore de 2 minutes 30, parce que l'écart avait réaugmenté à ce moment-là. Donc pourquoi Harrison Wood a décidé d'attaquer à ce moment-là, je ne sais pas, alors qu'il y a 2 mouches qui sont en train de copuler sur le manche qui tient ma webcam, sur le pied qui tient ma webcam. C'est magnifique. On poursuit à 38 km de l'arrivée. Les écarts à ce moment-là, vous avez Piccolo qui est en tête avec 1,04 d'avance sur ses poursuivants et le peloton à 3 minutes. Ça sera l'écart maximum qu'il aura dans le final de la course Piccolo, parce qu'ensuite cet écart va dégringoler. Pozzo Vivo qui va chuter à 24 km de l'arrivée. Et puis le grand moment de la course, c'est la chute à 11 km de l'arrivée, alors qu'il est crevé
à l'avant. Pogačar qui va essayer de prendre de l'angle avec son vélo, ce qui ne va absolument pas marcher. Donc Pogačar va tomber. Un peu énervé à ce moment-là, hein, Pogačar, qui va même oublier son compteur parce qu'il va lever les bras comme ça, il va abandonner son vélo, lever les bras un petit peu et oublier son compteur dans l'affaire. Geraint Thomas, lui, va prendre 2 secondes de bonification au sprint. Bonification à ce moment-là derrière le leader de la course qui est toujours Andrea Piccolo. Pogačar qui va revenir dans le peloton alors que Piccolo est quasiment repris à ce moment-là dans la montée parce que bon, il comprend bien qu'avec moins d'1 minute 30 d'avance, il ne fait pas vraiment le forcing pour aller chercher, il ne se donne pas vraiment à fond hein, pour tenter d'aller chercher l'étape qui comprend bien que ce n'est plus possible. À 4 km 500 de l'arrivée alors que Malka est en tête de peloton et fait un gros tempo, c'est à ce moment-là que Pogačar sort. Ben O'Connor qui tentera de suivre dans un premier temps, qui va après exploser parce qu'il va tenir la cadence 300-400 mètres, un petit peu comme Julien Alaphilippe hier. Et ensuite, Pogačar est trop fort. Sauf que Pogačar, il prendra pas tant d'avance que ça dans le final parce qu'il s'impose avec une trentaine de secondes d'avance aujourd'hui dans cette étape. Alors que il part quand même à 4 km 500 de l'arrivée. Voilà, 27 secondes d'avance sur Daniel Felipe Martinez, 30 sur Storer. Et 1 minute 20 par contre sur Romain Bardet qui lui avait explosé un petit peu avant dans cette étape. Et c'est surtout Ben O'Connor qui va se rater dans sa gestion de course en perdant 1 minute aujourd'hui en voulant à tout prix suivre Pogačar. Il s'est mis dans le rouge et il n'arrivera jamais à se refaire la cerise. On regarde les sondages du jour parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette étape. Du côté des sondages de cette journée, le premier sondage c'était: est-ce que Lilian Calmejane peut-il remporter le maillot bleu? Et en plus j'avais oublié le point d'interrogation. Eh bien oui ou non, c'est le non qui l'emporte à 76% et il a perdu le maillot bleu aujourd'hui. Du côté du classement général, demain Jonathan Narvaez va-t-il garder son maillot rose? Oui ou non? Eh bien c'est à peu près le même score, 75% de non, 25% de oui. J'aurais dû mettre question moyenne, un petit peu comme dans le Moscato Show. Et puis qui va gagner cette deuxième étape du Giro 2024? Eh bien j'avais mis Tadej Pogačar, vous aviez également choisi Tadej Pogačar à 66%. 2% d'Ewen Costiu et Marco Frigo, 5% de Domenico Pozzovivo et 24% qui avait choisi un autre coureur dans les choix que je vous proposais. Du côté de la note de l'étape, eh bien j'ai mis un 14 sur 20, parce que déjà on a quand même une énorme performance de Pogačar aujourd'hui. Alors même si on n'a pas eu un gros suspense pour la victoire de Pogačar et qu'on n'a pas eu un gros suspense avec l'échappée, est-ce que l'échappée allait aller au bout? On a compris assez vite que ça n'allait pas être le cas, donc c'est pour ça que par rapport à hier, où j'ai mis 16 sur 20, on est un petit peu en dessous. Mais par contre, c'est quand même une belle étape. Déjà parce que Pogačar a fait une belle performance, mais surtout parce qu'on a des surprises, notamment Fortunato, Storer. C'est des coureurs qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour la suite de cette épreuve. Allez, on regarde tout de suite le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, c'est pas une journée exceptionnelle, hein, que ce soit pour les Français ou encore une fois pour les coureurs étrangers dans des équipes françaises. Ça s'est moyennement passé, hein, on va pas se mentir, avec un Ben O'Connor qui a explosé, un Romain Bardet qui n'est pas encore remis complètement, un Calmejane qui a perdu le maillot bleu, donc qui n'est pas forcément parti à l'avant par exemple aujourd'hui. Peut-être que le fait d'avoir Fiorelli, ça l'a un petit peu découragé. Donc voilà, pardon, tir au toto. Du côté de cette journée, je commence avec Baudin. C'est là l'éclaircie dans cette journée, Alex Baudin, parce qu'on ne s'attendait pas sur une montée aussi longue, hein, une montée comme ça de 11 ou 12 km, je ne sais plus, le sanctuaire d'Europa. Et bien Alex Baudin qui sera en capacité de finir à 1 minute 20 de Tadej Pogačar. Il finit dans le groupe Romain Bardet, Alex Baudin, même 1 minute 18 devant Romain Bardet, mais devant également un Luc Plapp, devant un Pozzovivo, avec Mauri van Zeulenland qui est plutôt en bonne forme en ce moment. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle du côté d'Alex Baudin sur cette étape, pas très loin au final d'un Ben O'Connor, il n'y a que 20 secondes d'écart. Et surtout du côté du maillot blanc, il est toujours deuxième de ce classement du maillot blanc. Donc on pensait plutôt à Valentin Paré-Pin dans cette formation.
pour jouer le général du maillot blanc, mais pourquoi pas Alex Baudin sur ce parcours. Donc on verra ce que ça va donner pour la suite de cette épreuve, mais c'est plutôt bien ce que fait Alex Baudin. Plus, moins, j'ai hésité à mettre ces deux coureurs-là en flop. Et je me suis dit, bon, j'ai mis plus, moins, c'est un peu la catégorie bof. C'est la catégorie parfois correcte, mais là, ce soir, ça sera la catégorie bof. Du côté de Ben O'Connor, mauvaise gestion de course, tout simplement. Il a voulu suivre à tout prix Pogacar, alors que, un peu comme Carapaz à Liège-Bastogne-Liège, c'est très compliqué de suivre Tadej Pogacar, et surtout Ben O'Connor, c'est pas forcément le mec qui a le plus gros punch du peloton. C'est-à-dire que vraiment pour tenir la route Pogacar, je pense qu'il s'est vraiment mis dans le rouge, et on s'aperçoit qu'en plus Pogacar, quand il a fait son attaque, c'est peut-être un peu mis dans le rouge parce qu'à ce moment-là, il n'avait pas ce compteur, donc il ne connaissait pas les valeurs développées en termes de puissance. Il l'a fait à l'instinct, cette montée, et on a bien senti que sur la fin de la montée, il s'était peut-être dit « Putain, je suis parti un peu trop loin de l'arrivée, ou j'en ai mis un petit peu trop à un moment dans cette montée ». Et du côté de O'Connor, ça n'a pas tenu, ça n'a pas tenu. Et surtout, ça c'est la mauvaise opération du jour du côté d'O'Connor, c'est comme il a voulu suivre à tout prix Pogacar, eh bien il s'est tellement mis dans le rouge qu'aujourd'hui il perd 30 secondes sur des adversaires directs au général, sur des Haltebrook, sur des Rubio, sur des Geraint Thomas, sur des Daniel Felipe Martinez. Et ça c'est vrai que pour le potentiel podium de Ben O'Connor, eh bien ça c'est une mauvaise nouvelle pour le coureur australien, surtout que déjà hier il avait été un petit peu limite dans la montée finale, donc peut-être aussi une condition physique qui n'est pas encore optimum du côté de Ben O'Connor, mais je rappelle que ce Giro est encore long, on est seulement au deuxième jour du course. Du côté de Romain Bardet, alors d'un côté, certains diraient flop parce qu'il est ce soir à 2 minutes 30 au général, et c'est vrai que c'est loin. Et du côté de Romain Bardet, on aurait préféré qu'il soit un petit peu mieux du côté du classement général. Mais quand on prend en compte le contexte, c'est-à-dire un coureur qui est un petit peu malade, qui est, on va dire, une sorte de gastro, enfin qui a des problèmes intestinaux, Romain Bardet, et quand on sait la complexité dans ce genre de cas pour déjà rester en course, mais encore plus pour être performant sur un vélo, parce que quand vous pouvez rien avaler ou quand vous êtes en grande difficulté pour avaler de la nourriture, forcément il vous manque de l'énergie, et sur une épreuve de 3 semaines, c'est pas l'idéal. Eh bien Romain Bardet n'est qu'à 2 minutes 30. C'est-à-dire que 2 minutes 30, tout est encore à faire pour ses adversaires, pour aller lui chercher des noises. Et s'il est vraiment bon en montagne, il pourra remonter dans le classement, en sachant qu'en plus, il y a des coureurs qui sont moins bons que lui sur le contre-la-montre. Je pense Fortunato, par exemple, Yann Hirt, on ne sait pas s'il va tenir très longtemps quand même, ça c'est une grande question. Alex Baudin, c'est pas sûr non plus. Pozzovivo, il perdra plus de temps que lui sur le contre-la-montre. Donc c'est plutôt une... Voilà, c'est d'un côté on se dit oui il est à 2 minutes 30, et de l'autre on se dit oui mais avec une gastro il pourrait être à 10 minutes ou 15 minutes ce soir, ou il pourrait être hors course. Parce qu'il serait complètement passé à la trappe. Alors je ne sais pas s'il n'est pas tombé malade quand même, c'est dans cette fameuse présentation des équipes, parce que c'est vrai que dans cette présentation des équipes, ça a été un petit peu compliqué avec beaucoup d'humidité, il pleuvait énormément sur les coureurs, peut-être aussi qu'il y a eu pas mal d'enchaînements de courses, pas mal de voyages également pour Romain Bardet ces derniers temps, notamment avec Liège-Bastogne-Liège, avec le Tour des Alpes aussi, où il a enchaîné sur ces 2 courses-là, et peut-être qu'il a engendré un petit peu de fatigue, et quand l'organisme est fatigué, il est plus sensible aux maladies, et puis ça reste un gabarit très grand, Romain Bardet, donc assez maigre, peu de masse graisseuse, et là aussi, quand vous avez peu de masse graisseuse, vous êtes plus sensible aux maladies, mais c'est vrai qu'on espère que demain ça ira mieux pour Romain Bardet. Une étape qui sera plus plate, 800 mètres de dénivelé positif, 830 mètres je crois de tête de dénivelé positif. Là il va y avoir quand même 2-3 jours un petit peu plus calme normalement en termes de dénivelé positif et en termes de rythme de course. Donc ça pourrait lui permettre de récupérer un petit peu, même si forcément l'énergie qu'il a puisée dans ses réserves en ce début de course va peut-être lui manquer en 3e semaine. On termine avec le bonnet d'âne du jour, c'est la Cofidis. Alors certains vont me dire, mais pourquoi tu mets la Cofidis aujourd'hui? Alors oui, certes on sait que la Cofidis, ils ont personne pour jouer le général. Ça je suis pas débile non plus. Mais par contre la Cofidis, ils nous ont dit en début de course, avant le départ, on nous a dit, notamment Roberto Damiani, qui a dit, on va être une équipe offensive, on va être dans les échappées. Ça fait 2 étapes qui sont parties. Aujourd'hui, il y avait quand même l'opportunité de prendre l'échappée.
il n'y a personne dans l'échappée. Alors hier, il y avait eu Nicolas de Beaumarchais qui était dans l'échappée sur cette étape, mais qui a quand même été lâché assez loin de l'arrivée. Là, aujourd'hui, on rate l'échappée. Alors on a tenté notamment avec Champion, du côté de la Cofidis. On aurait peut-être pu tenter aussi avec un Benjamin Thomas. On rate l'échappée. L'attaque d'Harrison Woods, on ne sait pas ce qu'elle vient faire là à 40 bornes de l'arrivée, mais je vois pas quel était l'intérêt pour Harrison Woods, donc on est un petit peu passé pour des coureurs pas très finaux du côté de la Cofidis, et encore une journée de plus sans victoire pour cette formation, vu que sur le Trobro-Léon, ils n'ont pas gagné. Donc là aussi, ça commence à être un petit peu long. Quand on arrive au 5 mai, ça fait quasiment un mois de retard par rapport au précédent record. Donc ça commence à faire beaucoup, parce que le précédent record, je crois que c'était le 7 avril. Donc ils n'ont toujours pas gagné un mois plus tard. Là, ça commence vraiment à être terriblement long pour la Cofidis. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! On commence avec les coureurs top, avec le vainqueur du jour, Tadej Pogačar. Et là, aujourd'hui, c'est quand même une masterclass de la part de Tadej Pogačar. Il nous a animé la journée. On commençait presque à s'ennuyer dans le final, parce que c'est vrai qu'on se disait, bon, l'échappée n'a jamais eu véritablement de chance. Alors il y avait quand même eu le retour de Pozzovivo dans le peloton, donc on disait Pozzovivo est revenu, ça fait 2 jours d'affilée qu'il nous fait la même chose. Mais là, Pogačar, c'est quand même impressionnant, parce que il passe de glandu à héros en un quart d'heure, enfin en 20 minutes. Glandu parce que la manière dont il tombe, bah oui, c'est un peu con quand même, on va pas se mentir. Mais on sait que sur un tubeless, un tubeless, ça marche comme un pneu. Donc quand vous êtes à plat, vous n'avez pas d'adhérence. Que le pneu est tout flasque, il se déforme tellement que ça provoque, il n'y a plus d'adhérence. Et là, quand on voit la gueule du pneu, on sait très bien qu'il ne peut pas passer le virage. Il tente de passer le virage, alors qu'il y avait sa voiture juste derrière. Donc ça, c'était pas très intelligent. Il aurait peut-être même mieux fallu qui déchausse à ce moment-là complètement, qui continue un petit peu à pied, qu'il attende sa voiture que le dépanne, parce que là on n'est pas passé loin de la catastrophe, avec sa voiture qui était derrière et qui aurait pu l'écraser. Enfin ça, voilà, si le pilote a eu un bon réflexe, le pilote dans la voiture. Et puis de glandu à héros, parce que il revient dans le peloton, il nous fait comme Pantani, qui a toujours une aura aujourd'hui. Pantani, c'est ça qui est très fort, c'est que 25 ans après, malgré les affaires, parce qu'il y a quand même eu des affaires avec Pantani, ça fait partie des coureurs qui ont toujours une aura dans le peloton. C'est-à-dire qu'il y a toujours des supporters de Pantani, 25 ans après. Vous n'avez pas des supporters d'Armstrong, par exemple. vous avez toujours des supporters, enfin il y en a plus tant que ça, vraiment des supporters d'Armstrong, ou de manière ironique. Mais des supporters de Pantani, il y en a toujours. Parce que Pantani, c'est un peu comme Thibaut Pinot, c'était un coureur et un personnage. Pantani, ce personnage du pirate, c'était plus qu'un coureur, Pantani. Alors moi, c'est difficile pour moi de parler de Pantani parce que c'est une période que j'ai pas connue. Voilà, la carrière de Pantani, je suivais pas le vélo à l'époque, vu que j'étais très jeune à l'époque de Pantani, donc j'ai pas connu, mais quand il est mort, moi je me souviens quand il est mort, parce que quand il est mort, c'était la période où je commençais à regarder, à suivre le cyclisme. Moi je comprenais pas tout le truc autour de Pantani. En plus à l'époque, moi je regardais le cyclisme en France, je regardais pas le cyclisme en Italie. Je regardais pas le Giro, j'ai commencé à regarder le Giro en 2008-2009, donc bien après la mort de Pantani. Je comprenais pas tout ce truc autour de Pantani. Même quand on me parlait de Pantani, moi ça me représentait rien. Il a fallu que je regarde notamment des plus anciennes courses, voilà, pour voir un petit peu l'esprit de Pantani. C'est comme Coppi en Italie, c'est des personnages qui sont très importants. On clôture la page Pantani, mais là c'est vrai que Pogačar aujourd'hui, il a fait une masterclass. Il a fait une masterclass, bon, c'est un terme qu'on utilise quand même très souvent aujourd'hui, mais là, il a fait la perfection, quoi. Et ça, sans capteur de puissance. Ça montre quand même un peu de l'intelligence quand même de la part de Pogačar, parce qu'on dit, bon, toujours les coureurs sont fourrés sur leur compteur. Là, sans compteur, il arrive quand même à gérer. Alors, on voit quand même que sur les 2 derniers kilomètres, c'était un petit peu plus compliqué, mais il a quand même réussi à battre ses adversaires. Là, ce soir, il y a certains adversaires, ils doivent être écœurés. Alors, ils savaient qu'ils allaient être écœurés, potentiellement, mais ils pensaient peut-être pas être écœurés aussitôt dans ce Giro. Parce que c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que Pogačar prenne le maillot rose
Et surtout, est toujours le maillot rose après 2 jours de course. On se disait peut-être qu'il allait prendre le maillot rose le premier jour, et puis ensuite peut-être le délaisser pour ensuite rester en tête du classement des meilleurs coureurs en montagne, mais laisser une échappée prendre du temps. Parce qu'on sait que pendant une dizaine de jours, il ne va pas y avoir beaucoup d'étapes de montagne, donc il va falloir contrôler des étapes assez plates. Eh bien non. Non, Pogačar, il veut faire le spectacle. C'est un coureur qui aime le show, Pogačar, et qui veut qu'on regarde il veut que que les spectateurs regardent le cyclisme. Voilà. Il veut qu'il y ait du spectacle, comme Van Der Poel. C'est des coureurs qui ne calculent pas. Aujourd'hui, Pogačar, il ne calcule pas. Et c'est ce qui fait qu'il a une aura quand même particulière, si on compare avec Vingegaard. Pourquoi les gens, même s'il y a des gens qui n'aiment pas Pogačar, je vais encore avoir des messages dopés dans les commentaires, mais j'en ai quand même beaucoup moins que quand c'est Vingegaard. Parce que Pogačar, il y a quand même une aura autour de Pogačar. Puis j'en ai encore moins quand c'est Alex Baudin. J'en ai eu quand même hier dans les commentaires avec Alex Baudin de dopé. Mais du côté de Pogačar, il y a cette aura. Il y a cette aura autour de Pogačar. C'est un peu plus qu'un coureur, c'est aussi un personnage. Ce côté détendu, ce côté... Voilà, c'est un peu plus qu'un personnage. Aujourd'hui, il a été impressionnant. Par contre, lui, il a été impressionnant. Son équipe... J'aurais pu mettre son équipe en flop aujourd'hui. Vraiment. J'ai pas voulu le mettre parce que j'ai pas voulu mettre 50 000 flops, mais j'aurais pu mettre son équipe en flop. Parce que la UAE, déjà hier, il passe à côté. Aujourd'hui, t'as Maïka et que Maïka. C'est-à-dire que Großschartner, pas très impressionnant. Domaine Novak, voilà. L'équipe, c'est Maïka pour le moment. Alors, certes, Pogačar a remporté son premier Tour de France avec que de l'aparté. Bon, ça c'est clair et net. C'était pas de l'aparté, c'était de la cruise. Voilà. Bon, ça aurait pu être de l'aparté, mais c'était de la cruise. Mais ça reste quand même très compliqué de remporter un grand tour avec une équipe aussi faible. Donc c'est ça qui m'inquiète avec Pogačar, parce que si sur une étape il se retrouve en difficulté, il peut se retrouver très vite isolé. Parce que Maïka, le tempo qu'il a fait aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il arrive à le tenir 3 semaines. Parce que Maïka, il doit avoir 34 ou 35 Maïka. Hein. C'est plus le Maïka de 2014, de 2015, qui jouait le classement général du Giro. Non, c'est quand même un Maïka qui est un peu plus âgé, donc qui est moins transcendant. Il va falloir faire attention. Le fait de ne pas avoir pris Almeida au départ de ce Giro était peut-être une erreur. Moi, j'aurais peut-être pris Almeida. Mais bon, on a voulu jouer avec Molano, on a voulu donner un grand tour à Molano. Parce que c'est vrai qu'il se retrouve souvent dans l'ombre, Molano. Donc ce qui fait cette composition d'équipe qui est assez faiblarde au final. Mais même avec cette composition d'équipe-là qui n'est pas exceptionnelle, je trouve qu'il y a des coureurs qui sont pas si dingues que ça. Donc là, il faudra faire très attention du côté de la UAE. Parce qu'on n'est pas serein. Parce que même s'il a fait une grande démonstration aujourd'hui, eh bien il a pris 30 secondes. Donc il n'y a que 45 secondes d'écart au général. Donc il faudra faire attention quand même. Sur les prochaines étapes compliquées, même si normalement sur le contre-la-montre, normalement il devrait prendre aussi un petit peu d'avance et que sur les chemins blancs, il ne devrait pas perdre de temps. Voilà. Deuxième coureur top, la surprise du jour, Fortunato. Fortunato ce soir, 4e du général. Je pense que personne n'avait misé dessus. Fortunato qui a été... il a fait Tirreno je crois, mais j'ai vu assez peu de courses avec Fortunato pour tout vous dire. Il a fait le Tour de Catalogne, où il avait fini 10e, en étant 9e à Queralt et 17e de l'étape de Barcelone. 14e de Tirreno, mais je me souviens de l'avoir vu à Tirreno, de m'être dit oui, c'est pas exceptionnel. Et puis Trophée Gwellia 25e, 49e du Tour d'Andalousie, 79e de Liège-Bastogne-Liège. Un très bon début de course de la part de Fortunato. Ça va faire du bien également à Astana, parce que ça fait des points UCI. En plus, Lutsenko aussi, il marque des points UCI. 15 points pour Lutsenko, 80 pour Fortunato. Ils ont marqué 95 points sur cette journée. Ça leur est pas arrivé souvent dans l'année du côté d'Astana.
Équipe qui est de toute manière larguée pour le classement UCI. Mais c'est vrai que Fortunato, là, il a montré vraiment de très belles choses aujourd'hui. Alors même s'ils sont largués du côté du classement pour rester en World Tour en 2026, il va quand même y avoir un intérêt pour leur saison 2025 à Astana, c'est d'être dans les 2 meilleures équipes hors World Tour. Parce que sinon, ils auront du mal à être invités sur certaines épreuves. Astana. Donc ça va être important pour leur saison 2025. Mais Fortunato, vraiment très bien. Lui qui a changé d'équipe, qui est en World Tour, avant il était en 2e division, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour l'Italien, alors il va perdre du temps sur le chrono, parce que sur le chrono, ça c'est sûr qu'il va perdre du temps. Mais bon, il prend aussi des points pour le maillot bleu aujourd'hui. Bonne étape de Lorenzo Fortunato. Je m'attendais vraiment pas à le voir à ce niveau-là. C'est arrive dans la roue de Daniel Felipe Martinez et Geraint Thomas. Oui, c'est quand même une très très bonne journée. Et même Lutsenko, qui est avec Ben O'Connor, c'est pas mal aussi. Donc c'est une bonne journée pour Astana. Il n'a pas eu 150 depuis le début de saison. Donc ça c'est très très bien. 3e coureur au top, Storer. Alors Storer, je me disais, il a l'air quand même pas mal parce que sur le Tour des Alpes, c'était pas le Tour de Romandie, je trouve qu'il avait bien fini. Je trouve qu'il avait commencé piano sur les 3 premiers jours, notamment à Schwatz. Je crois que je le trouve un petit peu en difficulté, mais je le trouve pas exceptionnel sur les 3 premiers jours. Très bon à Bargo Vazugana. Très bon également à Lévis-Cottermais. Donc j'avais dit, il finit bien sur le Tour des Alpes. Et vous savez que le Tour des Alpes, pour moi, c'est comme le Dauphiné. C'est des courses où je m'intéresse pas forcément énormément au classement général de cette épreuve. C'est-à-dire que le mec qui gagne le Tour des Alpes ou le Dauphiné, j'en fais pas forcément mon favori pour la course d'après, pour le grand Tour d'après. Par exemple, Juan Pedro Lopez, je l'ai mis parmi les surprises. Parce que pour moi, s'il est dans le top 10, Juan Pedro Lopez, ça sera une surprise par rapport à sa saison. Malgré le fait qu'il ait gagné le Tour des Alpes. Mais moi, ce qui m'intéresse, comme je vous le dis toujours, c'est la courbe d'évolution entre le départ et la fin de l'épreuve. L'évolution de la forme, l'évolution des performances. Et je trouve que Storer, il est totalement dans cette idée-là, c'est-à-dire qu'il a commencé piano, il a fini plutôt pas mal. Et ça, c'est intéressant. Et on le voit, ça se confirme. Bon, hier, il fait 30, un petit peu loin. Aujourd'hui, il fait 6. C'était une arrivée qui lui convenait plus. Hier, c'était assez punchy. C'est pas forcément là où il est le meilleur Storer. Ça confirme aussi que du côté de la Tudor, on le destine plutôt au général, plus qu'au maillot bleu. Du côté de Storer, mais belle journée avec une belle 6e place. Et au général, Storer, il est 12e, donc il n'est pas largasse non plus. Il est toujours dans un objectif top 10. Storer, il est bien. Et ça va être intéressant pour la Tudor. Ça fait des points UCI également pour la Tudor. Parce que ça fait 45 points UCI. Alors, c'est pas exceptionnel, mais bon, pour la Tudor. Dans le classement également des meilleures équipes sur la saison hors World Tour, ça peut avoir un intérêt ces points-là. Et oui, une très très belle journée de Michael Storer, donc on va voir ce que ça va donner dans les jours à venir, mais très intéressant, et ça confirme que le coureur australien avait l'air d'être en forme sur le Tour des Alpes. Lui qui avait fait également une belle 7e place à Nice, parce qu'à Nice il avait fait la même chose, commencé piano, il avait fini fort, parce que je me souviens au Montbrouilly, il est 42e, pas exceptionnel, mais il finit fort. Pareil sur l'UAE Tour, 11e à Jebel Jaïs, 4e à Jebel Afet. Il finit bien ses courses depuis le début de saison, sauf le Down-Under, mais c'est pas forcément l'épreuve qui lui correspond le mieux. Et encore, au Mount Lofty, il est mieux qu'à Willunga Hill. Il finit 23e, à Willunga Hill, il est 27e. Donc vous voyez, il y a quand même une belle évolution à chaque fois en termes de performance. C'est quand même 300 points UCI marqués, Storer. Pour un mec qui fait pas énormément de bruit depuis le début de saison, c'est quasiment aussi bien. On va dire qu'il a fait 85% de son score de 2023 à l'époque où il était chez Groupama. Donc c'est plutôt pas mal du côté du leader pour le général de cette formation Tudor Pro Cycling. Et puis je termine avec Kian Heutebroek. Alors oui, j'ai pas mis Bora, j'aurais pu mettre Bora parce que c'est vrai que Lipovic, Daniel Felipe Martinez, c'est bien. Comme je l'ai mis hier déjà la Bora. Bon voilà, et puis Van Poppel également qui marque des secondes de bonification.
Et surtout, en plus des secondes de bonification, surtout des points pour le maillot cyclamen. Ça, c'est plus intéressant pour Van Poppel. Mais Uijtebroek, pas mal aujourd'hui, Uijtebroek. Pas mal déjà hier. J'ai failli en parler hier, pour tout vous dire. Mais là, déjà, aujourd'hui, il y a 4 coureurs en top. Vous savez, j'aime bien être à maximum 4. Tu vois, quand je suis à 5, c'est vraiment qu'il y a eu beaucoup de coureurs top dans la journée. Mais j'aime bien me limiter à 3 ou 4 top. Parce que dans ce cas-là, je mets tout le monde après. Et je vous fais un débrief du classement général de cette journée. Là, il y a une sorte de choix rédactionnel que je suis obligé de faire, mais que je m'impose parce que ça fait partie aussi du principe de cette vidéo. Et du côté d'Uijtebroek hier, déjà c'était pas mal parce que c'était une étape assez punchy. C'est pas forcément là où il est le meilleur, Uijtebroek, dans les arrivées type puncher, et il s'en sort déjà pas mal, Uijtebroek, parce qu'il est dans le groupe de leaders. Aujourd'hui, il s'en sort encore très très bien. Il s'en sort très très bien Uijtebroek. Donc ça c'est plutôt très intéressant. Maillot blanc de ce Giro désormais, Kian Uijtebroek. Donc ça c'est aussi une très très bonne nouvelle pour le coureur belge, et avec un petit pécule d'avance sur des adversaires directs. Moi j'enlève Baudin Van Sevenant sur les adversaires directs. Pour le moment, on verra pour Baudin, mais j'attends de voir encore un petit peu. Par contre, Zana est à 1,11, Plap à 1,37. Ça commence à faire un petit pécule d'avance. Tiberi, 1,54, parce qu'il s'est planté aujourd'hui. Pellizzari Poggianzoli, 1,57 de 10. Lipovic est à 2,12. Petit pécule d'avance par rapport à ces coureurs-là. Donc ça, c'est déjà bien, au bout de 2 jours de course, de se dire « Ah ben j'ai déjà 2 minutes sur certains de mes adversaires ». Le maillot blanc, ça peut être véritablement son objectif, à Kian Uijtebroek. Donc plutôt pas mal pour le moment de la part du coureur belge. Après un début de saison qui n'avait pas été marqué forcément par des grands résultats, mais il faisait souvent l'équipier. Mais c'est vrai que 7ème de Tirreno Adriatico, il ne m'avait pas vraiment impressionné. 5ème de Grand Camino, donc c'était derrière Lenny Martinez. Je l'avais trouvé un peu mieux en plus sur Grand Camino que sur Tirreno. Je me que sur Tirreno, je ne l'avais pas trouvé exceptionnel. Sur Grand Camino, je m'étais dit « Oh, c'est intéressant ». Je m'étais le plus dit « C'est intéressant ». Sur Tirreno, je m'étais dit ouais, moyen. Et puis abandon sur le Tour de Catalogne, où il n'avait pas été très impressionnant non plus sur le Tour de Catalogne. Donc voilà, ça fait du bien du côté du coureur belge. Et puis l'année dernière à Rensman, il avait réussi à faire 7, alors qu'il n'avait pas fait grand chose avant sa 7ème place sur le Giro, Timana Rensman. Donc Kian Uijtebroek, il y a peut-être quelque chose à faire également, top 10. Pour moi, de toute manière, s'il arrive à réitérer un 2e top 10 en 2 grands tours, à cet âge-là, c'est-à-dire 21 ans, parce que je rappelle c'est quand même un coureur qui est jeune, c'est comme Lenny Martinez, ça montrera quand même un certain niveau, et surtout que l'apprentissage des grands tours est terminé. C'est-à-dire on n'aura plus de surprises après sur ces 3e semaines. On peut encore avoir des surprises sur ce Giro-là. S'il réussit à faire 2 grands tours d'affilée en étant bon pendant 3 semaines, pour moi, il aura assuré sur ces 3 semaines de course, donc j'aurai plus de doute. Donc sur d'autres courses suivantes, je le mettrai parmi les favoris. Et puis ça en imposera un petit peu dans sa formation aussi. C'est-à-dire que Sepp Kuss, il commencera peut-être à avoir un petit peu les pépettes. Il se dira, Sepp Kuss, faut que je me montre. Parce que Kian Uijtebroek a eu un résultat. Bon, j'ai toujours l'ordre Vingegaard au-dessus, donc oui, il va falloir que je me montre. Parce que j'ai pas envie de devenir comme Almeida chez UAE, être un petit peu le 3e larron. Donc ça sera Voilà, ça sera intéressant de voir comment ça se passera ensuite pour Sepp Kuss. On regarde tout de suite. Avant de finir avec Uijtebroek. Par contre, mauvaise nouvelle, c'est les chutes dans son équipe. Parce qu'on est quand même déjà pas mal tombé. Alors, hier, on a perdu Gesink, fracture de la main, une fracture légère, je crois que j'ai vu de la main. Aujourd'hui, Attila Walter, qui est maintenant son seul lieutenant en montagne. Parce que quand on regarde la liste de départ de son équipe, c'est vrai que c'est le seul coureur qui peut véritablement l'aider en montagne, parce que Affini, Tratnik, ça me semble quand même compliqué. Donc c'est vrai que son lieutenant est tombé. Olaf Koy également est tombé. Donc c'est vrai que du côté de la Visma Lease Bike, pour le moment, on a du mal à rester sur ses roues. Robert Racing qui est le premier abandon de ce Giro, non partant dans cette étape numéro 2. Ça c'est quand même un petit peu triste pour Robert Racing, qui en plus est dans sa dernière année chez les professionnels.
Alors il fera encore une Vuelta derrière, mais c'est vrai que c'est pas l'idéal, surtout que c'est un coureur qui tombe souvent, Robert Resink, hein. Ça c'est un peu son problème ces dernières années. C'est un coureur qui a tendance à faire beaucoup de chutes. Ça, c'est pas l'idéal. Bon, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Deux bonnets d'âne aujourd'hui. Eh bien, le premier, c'est Antonio Tiberi. Et oui, parce que Tiberi, moi je m'attendais plutôt à ce qu'il soit présent. J'avais pas trop d'inquiétude aujourd'hui pour Tiberi. Surtout qu'hier, il avait été performant. Je me disais, voilà, une montée aujourd'hui de une dizaine de kilomètres. On l'a déjà vu dans ce registre-là. Bon, il ne s'est jamais retrouvé en grande difficulté. Donc je me disais, pour le maillot blanc, Tiberi, c'était la bonne carte à jouer aujourd'hui, quoi. Et puis, il a complètement pété. Complètement pété. Il perd quand même 2 minutes, hein, aujourd'hui. Donc, Tiberi, il perd au maillot blanc. Il se retrouve à 1,54 de Heutebroek. Et sur l'étape du jour, il perd 2 minutes 24. Voilà, Antonio Tiberi, avec Aurélien Paré-Pinte. Ce qui fait qu'au final, du côté de la Bahreïn Victorious, c'est Caruso qui fait le meilleur résultat. Sauf que Caruso, il est 9 secondes derrière Bardet. Donc c'est pas une super journée pour la Bahreïn. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà pour Tiberi, parce qu'hier, il est dans le bon groupe. Donc hier, il fait plutôt une belle étape. Il est 8e même, il est dans le top 10 de cette journée. Là aujourd'hui il craque, alors qu'il était plutôt sur une belle série, hein. 3e du Tour des Alpes, 8e du Tour de Catalogne, 27 de Tirreno Adriatico, mais bon, sur Tirreno Adriatico, il était encore dans une phase de reprise, et puis après un Tour d'Andalousie qui avait été raccourci, donc ça fait partie des coureurs qui ont été un petit peu en difficulté de ce côté-là. 22e de Liège, et il n'est pas dégueu sur Liège, donc c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'il craque autant. Alors peut-être un peu trop de pression sur ce Giro, parce qu'on sait que les Italiens, ils veulent un renouveau. C'est vrai que depuis la fin de carrière de Nibali, les Italiens en montagne, il y a Ciccone, sauf que Ciccone joue pas le général des grands tours. Donc c'est vrai qu'ils attendent depuis quelques temps un nouveau Nibali, un nouveau grimpeur capable de jouer le classement général sur des grands tours. Et du côté de Tiberi, on sent que beaucoup d'Italiens misent sur lui. Là aujourd'hui, il a craqué, donc peut-être trop de pression sur les épaules du côté du coureur italien, mais c'est assez surprenant, voilà, de le voir en difficulté comme ça, parce que bon, c'est un coureur qui normalement s'en sort toujours bien. Et là, il est passé vraiment en grande difficulté. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se retrouve aussi loin, Tiberi. Voilà, je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'il prenne 2 minutes. C'est là, il prend 2 minutes, mais on ne l'a pas vu de la journée, hein. Donc il lâche très loin. Il lâche très 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 loin. Il lâche avant Ben O'Connor, avant Chavez, avant tous ces coureurs-là. Donc c'est pas une bonne nouvelle. Et puis en plus, comme de l'autre côté, vous avez également Pellizzari qui perd du temps. Vous avez également le coureur de la Polti qui perd du temps pour le maillot blanc. J'ai oublié son nom. Piganzoli, pardon. C'est pas la bonne semaine, quoi, pour le moment. C'est pas le bon début de course. Avec, il faut le savoir que, alors ça je ne savais pas, c'est que Tiberi est né à côté de Rome, dans une commune qui s'appelle Fronzone, qu'on met quasiment à Rome. Voilà, c'est un coureur qui est né dans un banlieue de Rome, comme Conti. Il y a beaucoup de coureurs qui sont nés à Rome, hein, du côté des coureurs italiens, Marcelluzzi également, en ce moment. Voilà. Et puis chez les filles, vous avez Marta Bastianelli, qui est à côté de Rome, par exemple. Donc voilà, intéressant de voir ce coureur et toujours de voir où les mecs ont vécu, où ils ont grandi, pour voir parfois leurs affinités avec certains coureurs ou leur adversité avec certains coureurs. Deuxième flop et dernier flop de cette journée, Dunbar. Alors hier, j'avais presque cru au miracle pour Dunbar.
Parce que c'est vrai qu'il s'en sort bien, Dunbar, hier. Voilà, il prend une belle place. Et puis aujourd'hui, il tombe. Je pense que la chute était assez douloureuse parce que déjà au moment de la chute, il remet du temps avant de se relancer. C'est-à-dire qu'il met vraiment un peu de temps quand même avant de repartir. On est à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Parce qu'il tombe ou même plus loin, à 62 km de l'arrivée. Il va mettre quand même une grosse minute avant de repartir et il fait des étirements au niveau du dos. Ça, c'est jamais rassurant. Et du côté d'Eddie Dunbar, bah, là, il perd 5 minutes 20 aujourd'hui. Donc, toute chance de bien figurer au général, ça me nuise un petit peu. Ça me nuise fortement du côté de Dunbar, surtout que bon, les courses précédentes n'ont pas été exceptionnelles. Hein. Je rappelle son début de saison, il a abandonné sur 2 chutes. C'est en plus sa troisième chute de l'année. Parce qu'il a abandonné 2 fois sur fracture de la main. Donc là, il chute une 3e fois. Aussi, hein, on parlait de Robert Racing, mais ça commence à faire beaucoup pour un coureur comme Dunbar. Et forcément, quand tu tombes et que tu enchaînes des chutes, spirale négative, tu commences à être un peu plus sur les freins. Enfin voilà, tu cours plus de manière naturelle et ça peut devenir vraiment un vrai handicap pour ce coureur-là. Et puis quand on regarde, oui, 35e du Tour du Pays Basque, où il n'était pas tombé, malgré le fait où il y avait eu pas mal de chutes sur ce Tour du Pays Basque. Donc il n'avait pas réussi à faire un bon classement. Sur le Tour de Romandie, il a abandonné avant la dernière étape, mais au Lézin, il avait fini seulement 31e. Donc là, ça se poursuit avec une mauvaise journée voilà, pour Dunbar, qui n'a pas les jambes de l'année dernière. Ça, c'est clair et net. Il a du mal à relancer la machine. Et le problème, c'est que Zana a perdu aussi du temps et que chez Jaïko Alula, bah, on n'a pas forcément 50 cartes, quoi. Alors, il y a Luc Plapp. Sauf que Luc Plapp, hier, il a perdu du temps. Donc, Luc Plapp, au général, il est déjà à 2 minutes 30. Zana, il est à 2 minutes. Donc, Dunbar à 6 minutes. Bon, De Marquis, il est à 6,49, mais on comptait pas vraiment pour lui sur le général. Bon, la bonne nouvelle du jour, c'est Caleb Ewan, qui a marqué des points pour le classement du maillot cyclamen. Mais c'est vrai que chez Jaïko Alula, bah, on est passé un petit peu à côté aujourd'hui. Allez, pour finir cette vidéo, on fait un point du côté des différents classements. Les différents classements de cette journée. Bah déjà le classement de l'étape, parce qu'il y a des coureurs dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, qui ont pu être intéressants, qui ont perdu un petit peu de temps. Bah tiens, par exemple, Mauri Van Sevenant, une 18, ça c'est pas mal, hein, devant un Romain Bardet. Yann Hirt aussi, hein, du côté de la Soudal Quick-Step, 37 secondes. Ça, c'est des coureurs qui ont fait une belle performance. Du côté d'Astana, donc comme je vous le disais, Lutsenko qui finit 12e, ça fait des points UCI pour cette formation, c'est plutôt pas mal. Pozzo Vivo, malgré sa chute encore aujourd'hui, qui finit à 1 minute 20 et qui finit le meilleur de la Bardiani, parce que Pellizzari, comme Piganzoli du côté de la Polticometa, ont perdu du temps. Hein. Piganzoli a perdu une 53. Pellizzari a fini avec Tiberi à 2 minutes 27. Quintana, lui, a fini loin. Sherman à une 51 aujourd'hui, équipier. Hein, Sherman. Quintana, lui, finit 45e à 5 minutes 21. Donc, du côté de cette formation Movistar, on mise sur Einer Rubio, qui s'en sort plutôt bien. On voit Dunbar, donc, qui perd du temps aujourd'hui dans ce classement. Michael Woods aussi, qui ne s'est pas accroché, hein, à 8 minutes 25. Il joue les échappées, Michael Woods. Du côté du classement général, donc Tadej Pogacar est en tête avec 45 secondes d'avance sur Geraint Thomas et Daniel Felipe Martinez. Uetebroek et Rubio sont à 54 secondes, donc c'est plutôt pas mal dans ce début de course, comme Fortunato à 1,05, mais qui devrait perdre du temps lors du contre-la-montre. Ben O'Connor donc à 1 minute 24, avec quand même un Alex Baudin qui n'est pas très loin à 1 minute 38, et donc Romain Bardet lui est 22e à 2 minutes 30, mais la course est encore longue, et surtout quand on regarde, il est à moins de 2 minutes d'un Geraint Thomas. Donc malgré des soucis gastriques, c'est pas non plus la catastrophe pour Romain Bardet, même si c'est sûr qu'il aurait préféré être au contact de Geraint Thomas et Daniel Felipe Martinez plutôt que 22e en ce début de course. On peut noter également la belle performance de Georg Steinhauser à 2 minutes 47, c'est pas mal ça pour le jeune coureur allemand. Du côté du classement du maillot cyclamen, c'est Fiorelli qui est en tête grâce à l'Inter Giro avec 42 points, 27 points pour Pogacar. Narvaez 3e devant Calmejane et Sharman.
Du côté des sprinters dans ce classement, eh bien Caden Groves est pour le moment 15e avec 8 points, et on trouve également Caleb Ewan qui fait son entrée avec 4 points, donc pareil qu'un Jonathan Milan, à part si Milan a pris des points aujourd'hui. Du côté de ce classement, non, Milan n'a pas pris de points, donc voilà, du côté de ce classement. Et puis Van Poppel aussi, qui a fait son arrivée, voilà, avec 5 points d'Annie Van Poppel du côté des sprinters. Du côté du classement du maillot à poids, enfin du maillot à poids, du maillot bleu, pardon, Pogacar en tête avec 51 points, donc c'est Martinez qui va le porter demain, car ils sont passés devant Calmejane avec 1 point. On retrouve ensuite Piccolo, Geraint Thomas, Gebrselassie et Fortunato qui marquent des points. Fortunato pour ce classement, 9 points. Du côté du classement du maillot blanc, c'est Uijtebroek qui est en tête avec 44 secondes d'avance sur Alex Baudin. Ça, c'est une belle performance. Mauri Van Sevenant aussi, parce que je me souvenais pas qu'il était encore éligible à ce classement, qui est 3e. Et puis Zana, pareil, et Luc Flap. Ça se tient en 1 minute 40, tout ça. Même Stelnauser est à moins de 2 minutes. Et donc Tiberi fait la mauvaise opération du jour, car elle se retrouve désormais 8e à 1 minute 54, juste devant Pellizzari et Piganzoli. Et du côté du classement par équipe, c'est Labora qui fait la bonne opération du jour en passant devant Ineos. 32 secondes d'écart entre ces deux formations. Astana 3e, Decathlon 4e, et la Bardiani, belle perf de la Bardiani, 5e du classement par équipe. Eh bien nous, on se retrouve demain, 7h, pour faire la présentation de l'étape numéro 3. Il y aura également la Vuelta féminine. Vous avez également le Tobron-Léo, mais là je vous n'indique pas d'erreur. Je vous indique pas, pardon, d'horaire. Je ne dis des mots dans des sens qui ne veulent plus rien dire. Je fais un AVC en direct. Il faudra faire voilà, attention aux horaires, donc n'hésitez pas à mettre la cloche, donc n'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas également à réagir dans les différents sondages. Allez, ciao ciao sur la Méric Production.